Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire spécial sur les indicateurs avancés et les outils de trading. Ce webinaire sera aujourd'hui organisé avec la présence de Patrick Rejonnier, analyste chez Surperformance SAS. Patrick, nous entends-tu? Oui, très bien. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous et ravi de faire avec toi ce webinaire. Donc Patrick, analyste chez Surperformance, est à Annecy, il est à distance avec moi. Nous allons tous les deux donc co-organiser ce webinaire et sans plus attendre, nous allons commencer. Comme pour toutes les vidéos, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Comme d'habitude, lors des webinaires de CMC Market, n'hésitez pas en haut de votre écran à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses pour pouvoir dialoguer avec nous tout au long de cette présentation. Alors, avant toute chose, je vais vous présenter CMC Markets. Donc aujourd'hui, le webinaire est organisé par CMC Markets. C'est une société qui a plus de 25 ans d'expérience, une présence internationale avec 14 bureaux dans le monde et qui réalise 45 millions de transactions en 2015 dans 70 pays. CMC Market en France, c'est un bureau à Paris depuis 5 ans, une entité agréée par la FCA au Royaume-Uni et enregistrée auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour exercer ses activités en France. Nous avons une plateforme en ligne innovante, reconnue et maintes fois récompensée, un service client dédié, des spreads compétitifs et nous mettons à disposition de nos traders de nombreux contenus analytiques et éducatifs. Il y a des graphiques aujourd'hui que nous allons voir qui sont issus de la plateforme Next Generation, qui est disponible sur ordinateur, tablette et smartphone. Elle est fiable, rapide, ergonomique et simple d'utilisation. Vous avez accès à plus de 10 000 CFD, de nombreux outils graphiques, de nombreux types d'ordres, des flux d'informations et vous avez un traitement rapide des paiements. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir avec moi Patrick Rejonnier qui va nous présenter la société Surperformance qui détient le site zonebourse.com. Oui, bonsoir Nicolas. Donc effectivement, zandbourse.com, c'est un site dédié aux informations boursières. Alors il y a des déclinaisons du site français, le site français donc zonebourse.com. On va trouver fortrader.com, qui est entre parenthèses, qui est la version anglo-saxonne. On a d'autres sites effectivement qui nous permettent d'avoir, je dirais, des représentations au niveau des États-Unis, donc de l'Angleterre. On a également un site allemand, un site suisse avec une version francophone et une version germanique. Voilà, donc quand vous allez sur le site, il y a des petits drapeaux et en cliquant sur les drapeaux, vous passez d'un site à l'autre. Donc globalement, ce site est dédié aux informations boursières, ce qui fait qu'on va pouvoir y trouver des informations sur toutes les sociétés cotées dans le monde entier, que ce soit des news, des chiffres d'activité, des cours. On peut même y connaître les dirigeants ou les actionnaires, donc on a un tableau de bord assez complet par société. C'est un site qui historiquement était dédié à l'analyse technique. Et aujourd'hui, on va trouver effectivement pour chacune des valeurs des graphiques avec des niveaux qui sont fixés automatiquement, que ce soit des supports ou des résistances. C'est un site expert dans le big data, c'est-à-dire qu'on va, avec comme partenaire Thomson Reuters, on va collecter des informations fondamentales pour toutes les sociétés, on va les classer et puis ça nous permettra in fine d'avoir des ratings. Donc ça c'est très important parce que on va développer dans la troisième partie du webinaire l'outil de sélection des valeurs et c'est à partir de ces données-là qu'on va pouvoir établir nos sélections. Effectivement. Euh, donc sur le site on va par conséquent trouver des outils de screening, donc c'est ce qu'on verra tout à l'heure, que ce soit au niveau de l'analyse fondamentale ou au niveau de l'analyse technique. Euh, Zone Bourse est également la gestion de portefeuilles réels pour différents profils clients, que ce soit des clients qui sont plus dédiés à l'investissement ou des clients plus traders.
Donc là, on va trouver 3 portefeuilles, un portefeuille international Europe, un portefeuille international États-Unis et un portefeuille trader. Et ceci depuis 2001. Et enfin, Zone Bourse, c'est le conseiller exclusif du fonds Europa One qu'on a mis en place avec Commerce Bank, qui est un fonds éligible au PEA et qui a pour objectif de faire mieux que l'Eurostoxx 600 net return, c'est-à-dire coupon inclus. D'accord, donc de très nombreuses activités pour Zone Bourse, plusieurs Exactement. sites et plusieurs domaines d'expertise. Et donc, nous avons la chance de te retrouver et c'est la page suivante. Patrick, je te laisse te présenter auprès de nos auditeurs. Encore une fois, merci beaucoup d'être Ouais. avec moi pour ce webinaire. Eh bien, moi je travaille en fait dans la bourse depuis 30 ans, donc c'est pas d'hier. J'ai participé à toute l'évolution en fait, à toutes les innovations boursières depuis les années 80. Et notamment, j'ai travaillé assez longtemps dans les produits dérivés, que ce soit futurs ou options. Mhm. Suite à ça, j'ai travaillé pas mal de temps dans les sociétés de gestion, ce qui fait que j'ai exercé, on peut dire, beaucoup de métiers dans le cadre de la gestion, que ce soit de la gestion privée ou conseillée. Et puis, je suis analyste chez Zone Bourse depuis 2011, où je réalise des études sur les actions, les matières premières, les devises, ou des sujets qui sont plus d'actualité. Et vous trouvez donc en fin de slide mon compte Twitter, même si je suis beaucoup moins prolixe que Nicolas sur cette thématique. D'accord. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On a présenté donc CMC, le site Zone Bourse. On t'a présenté Patrick. Donc, on a ici avec nous quelqu'un vraiment d'expérience, qui a plus de 30 ans d'expérience sur les marchés. Le déroulé de la présentation du jour, en fait, se fera en 3 parties. Alors, dans une première partie, on va voir ensemble des indicateurs avancés que sont le VIX, l'USD Index, le CRB, le Bund. Pour certains d'entre vous, ce sera totalement nouveau. Nous allons donc voir ensemble les définitions, les explications et comment lire ces indices, ces indicateurs. Ces indicateurs vont vous aider à palper les marchés, à pouvoir situer un petit peu globalement dans quel type de marché nous sommes. Et puis dans une deuxième partie, on va voir ensemble comment sélectionner des titres actions ou comment trader certaines thématiques avec des produits CMC Markets. Et dans la troisième partie, on verra ensemble les outils de sélection de titres zone bourse dont Patrick nous parlait précédemment. Donc tout de suite, sans plus attendre, nous allons rentrer dans la partie indicateurs avancés et nous allons commencer par le VIX. Je te laisse la main, Patrick. Oui, alors le VIX, effectivement, signifie Volatility Index. C'est également un indicateur qui est appelé indice de la peur. Cet indicateur est établi régulièrement, quotidiennement par le CBOE depuis 1992. En fait, il s'agit d'établir la moyenne de la volatilité, que ce soit des calls ou des puts, qui sont pricés par rapport au SP500. On prend les prix des échéances courtes. Et il ne faut pas oublier que les options permettent toujours de valoriser le fait d'avoir un choix. Or, plus l'incertitude est élevée et plus la volatilité implicite en fait est importante, donc plus le choix vaut cher. Ce qui fait que les options en réalité sont les produits de bourse qui sont extrêmement sensibles en fait dès que la volatilité évolue, puisque là je fais une toute petite parenthèse, vous savez que quand on calcule des options, il y a 2 composantes, la valeur intrinsèque et la valeur temps. Et en fait, la volatilité va tout de suite venir gonfler la valeur temps, donc ça va venir gonfler les primes call ou les primes put, et à partir de là, on va pouvoir établir, je dirais, une moyenne de cette volatilité, et le VIX est calculé de cette manière-là. Alors, après, au niveau des chiffres, on va dire qu'une volatilité normale se situe entre
15 et 18. Alors, on va avoir des périodes, on verra sur le graphique prochainement, on aura des périodes où effectivement le VIX peut tomber sur des zones de 10, 12, où là on est sur des marchés extrêmement sereins. Mais globalement, on va dire qu'on peut se situer dans cette zone sans qu'il y ait de pointe de volatilité extrêmement tendue. Alors, c'est assez utile de connaître un petit peu l'environnement VIX, puisque quand on a un indicateur qui est élevé, eh bien, effectivement, c'est qu'on se situe dans une période tendue avec des écarts de marché qui sont très sensibles, très violents, très rapides. Et il est important dans ces conditions-là de réduire son exposition parce que effectivement les mouvements sont très rapides. À l'inverse, un indicateur extrêmement faible est synonyme effectivement de complaisance sur les marchés. Donc là, on peut, je dirais, augmenter un petit peu ses positions en termes d'activité de trading. Mais ça signifie effectivement que les opérateurs, globalement, sont assez sereins et les marchés évoluent sans crainte. On peut également, pour un investisseur qui a un portefeuille qui est assez étoffé, on peut éventuellement utiliser le VIX comme un produit de couverture, puisque on dit toujours qu'il vaut mieux être long du VIX, long de vol, comme on dit dans les termes un petit peu boursiers, long de vol quand effectivement le niveau de la volatilité est faible. Ce qui permet, en cas de tension de marché, d'avoir une position gagnante sur le VIX. Alors, étant donné que ton son n'est pas très fort et que le mien est assez élevé, je vais parler un petit peu moins fort, comme ça on va pouvoir permettre à nos auditeurs de moduler le son. Là, normalement, je suis à un son normal, je vais continuer de parler comme ça, et puis quant à Patrick, je suis désolé pour lui, c'est vrai qu'il va devoir faire des efforts pour essayer de parler le plus fort possible. Bon, Sachez que... D'accord, vous rapprochez le micro, est-ce que là c'est... Là, c'est parfait, Patrick. le son. D'accord, bon, ouais, Si, là je... si tu pouvais rester sur ce micro. niveau-là, je pense que ce serait parfait, on serait tous les deux au même niveau. Donc vous l'aurez compris, donc l'indice, le VIX, c'est l'indice de la peur. Quand le VIX est fort, eh bien c'est qu'il y a, quand le VIX est élevé, c'est qu'il y a de la volatilité, un peu de peur sur les marchés. Quand le VIX est faible, c'est plutôt qu'il y a une faible volatilité, c'est plutôt signe de complaisance sur les marchés. On va donc voir ensemble un graphique du VIX. Ici, vous avez donc l'évolution de cet indicateur de volatilité depuis 1996. Et ce que l'on peut noter donc sur ce graphique, c'est que à chaque fois que nous avons connu une crise financière, eh bien, on constate que cela va de pair avec une volatilité élevée. Donc on a la crise de 1998, la crise de 2001, donc la bulle des sociétés Internet. On a bien évidemment ici la crise de 2008. Alors la crise de 2008 était une des plus violentes et une des plus rapides. Et c'est la première fois qu'on voyait le VIX comme ça dépasser la zone des 40. Alors vous pouvez voir à droite le VIX ici, cote en points de pourcentage. Donc en ce moment, le VIX est à 13, il est très bas, et c'est ce qui explique que les marchés remontent. Et lorsqu'il y a du remous sur les marchés, comme en début d'année, on peut avoir comme ça des accès haussiers sur le VIX. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce graphique-là ? C'est un graphique effectivement sur les 30 dernières années avec 6 pics au-dessus de 40 et un énorme pic en 2008-2009 où là on a atteint des sommets exceptionnels. Donc vous voyez, c'est pratiquement des tensions qui ont lieu presque tous les 3 ans, même si on a eu une phase 2003-2006 plutôt calme. Oui, c'est vrai qu'ici on a eu une période vraiment complaisante. C'était une période où les marchés montaient, de très nombreux titres montaient. Je me souviens aussi que c'était une période où les small caps étaient très recherchés. Donc là, on avait vraiment une période particulière, très sereine, et on le verra tout à l'heure, ça correspond aussi à une période où il y avait beaucoup de croissance, beaucoup de consommation, et on peut dire que tout se passait bien sur les marchés à ce moment-là. Exactement.
Alors, on va voir le graphique suivant. J'ai les questions en même temps qui me sont posées. J'ai quelqu'un qui me disait où trouve-t-on l'indicateur VIX sur la plateforme de CMC Markets. Donc, dans l'outil de la plateforme, vous faites une recherche sur le Volatility Index. Ici, donc, vous avez un graphique de l'évolution du Volatility Index avec l'échéance avril 2016. Donc, vous voyez que ici, le point haut du VIX dans la zone des 26 s'est fait lorsque les marchés ont fait leur point bas en début d'année, donc le 11 février dernier. Depuis, le VIX ne fait que descendre à l'intérieur d'un canal baissier et inversement parlant, on a des indices qui sont remontés à l'intérieur de canaux haussiers. Donc voilà, pendant 7 semaines, les indices US montent, le VIX baisse dans un canal, la faible volatilité est signe de complaisance des opérateurs. Par contre, ce qu'on remarquera, tu l'auras peut-être noté Patrick, ces dernières séances, on a le VIX qui a commencé à se tendre un petit peu, les indices américains arrivaient sous des résistances et donc il a tenté de se dégager de son canal. Oui, aujourd'hui, on a eu une hausse de pratiquement 10% du VIX avec la séance de cet après-midi notamment. Oui, donc il faut faire attention. Si on a une augmentation du VIX, si on a une sortie de canal baissier du VIX et que le VIX venait à s'apprécier fortement, cela serait donc signe d'une forte volatilité et la forte volatilité est généralement signe de décalage baissier sur les marchés boursiers. Exactement. Donc voilà, sur cette façon de faire, nous vous avons présenté le VIX, la façon de le calculer, la façon de le lire. Nous vous l'avons présenté sur des échéances long terme, nous vous l'avons présenté sur une échéance court terme. Vous avez pu constater que l'on peut le trader sur la plateforme de CMC Markets. Et de la même façon, nous allons passer les autres indices en revue. Le prochain, c'est l'USD Index, donc qu'on appelle le dollar index. Le dollar index, il a été créé en 1973 sur une base 100. Ce n'est pas une paire du Forex au sens de la confrontation de deux monnaies les unes par rapport aux autres. En fait, il permet de mesurer la valeur du dollar américain par rapport à un panier de devises majeures. Donc à l'intérieur de ce panier, on a de l'euro pour 57,6%, puis du dollar canadien, de la livre, du franc suisse, du yen et même de la couronne suédoise pour respectivement 9, presque 12, 3,6, 13,6 et 4,2%. Ce que vous noterez bien évidemment, c'est que l'euro a une très forte pondération. Et donc, généralement, quand vous avez l'euro-dollar qui s'apprécie, vous avez le dollar index qui baisse en parallèle. L'utilité et la lecture du dollar index, eh bien, c'est que cela permet en tant qu'indice de référence d'apprécier la valeur synthétisée du dollar américain et donc sa force sur le plan international par rapport à d'autres devises, et c'est pour cela qu'on utilise un panier de devises. Il permet de couvrir un portefeuille d'actifs contre le risque d'un mouvement du dollar américain et il permet d'anticiper, de lire, de comprendre la politique de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt. Pour que vous compreniez mieux, je vais tout de suite vous montrer un graphique. Donc ici, vous avez la comparaison entre le dollar et un panier de devises en base 100 depuis 1973. Donc on peut constater que le dollar américain est plutôt dans une tendance baissière de très long terme, mais que lors de certaines périodes, il va s'apprécier très nettement. Alors pourquoi le dollar américain s'est apprécié particulièrement ces 2 dernières années ? Eh bien, alors que vous aviez de très nombreuses économies, vous aviez le Japon, vous aviez l'Europe par exemple qui faisait des programmes de quantitative easing et qui faisaient donc pression sur les monnaies, eh bien en parallèle de cela, vous aviez les USA qui étaient la seule économie du G10 à parler d'une économie forte et à évoquer de possibles hausses de taux. Qui dit hausse de taux, dit raffermissement de la monnaie, et c'est ce qui a engendré donc cette forte hausse du dollar sur cette période. Mais, il y a un mais, il se trouve que depuis maintenant 6 mois, cet indice plafonne car la Fed a monté ses taux de justesse en décembre 2015, mais depuis le début de l'année 2016, elle ne fait que repousser l'échéance d'une future hausse de taux. Au début, la Fed nous disait que les taux seraient montés peut-être 4 fois cette année, puis 3 fois, puis 2 fois, et hier, dans les minutes de la Fed,
la Fed s'est justement réajustée sur son scénario avec un objectif de taux de 0,50 sur l'année. Donc la Fed s'est rapprochée des estimations de marché. Elle ne vise plus qu'une hausse de taux cette année et c'est ce qui a fait pression sur le dollar américain. Au mois de mars notamment, le dollar américain réalisait sa plus forte baisse depuis de nombreux mois. Et donc, si dans les mois à venir, la Fed nous parle de hausse de taux, d'économie forte et qu'elle monte ses taux, on pourrait avoir un raffermissement du dollar américain. Au contraire, si les marchés deviennent tumultueux, si les chiffres américains devenaient moins bons, et bien s'il y avait donc une détérioration fondamentale, alors la Fed pourrait reculer sur ses estimations de hausse de taux. Elle pourrait même dire qu'elle ne monterait pas ses taux et on verrait alors le dollar potentiellement baisser. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Non, je pense que là, tu as tout dit. C'est parfait, je vais passer au slide suivant. Donc encore une fois ici, je vous montre le dollar index, donc l'US dollar index sur la plateforme de CMC Markets. Ici, vous avez l'évolution de l'USD index en points depuis le 20 février en données journalières. Vous pouvez voir que le jour de la BCE, le 10 mars dernier, lorsque l'euro-dollar s'est fortement apprécié, et bien naturellement, vous avez l'USD index qui est parti à la baisse. La semaine dernière, lorsque Janet Yellen s'exprimait sur les hausses de taux potentielles et sur le rythme de hausse de taux qui devrait rester potentiellement lent, eh bien, de nouveau, le dollar a été sous pression. Et puis ces dernières séances, on a vu le dollar commencer à créer une base de soutien. Et je pense qu'avec les statistiques à venir, dans les séances et les semaines qui viennent, on va pouvoir voir si le dollar retrouve un certain attrait ou si au contraire il continue d'être délaissé par les investisseurs. Donc à droite, vous avez d'autres explications. Une baisse du dollar américain aura bien évidemment tendance à soutenir les matières premières. Donc de ce fait, lorsque vous étudiez le dollar index, si vous voyez qu'il a une pente potentiellement fortement baissière, vous pouvez anticiper le fait que les matières premières qui sont dénominées en dollars vont s'apprécier. Voilà. De la même façon, quand vous voyez le dollar index sur support et prêt à s'apprécier ou dans une configuration chartiste plutôt haussière, eh bien vous pouvez en déduire que mécaniquement tous les actifs dénominés en dollars vont baisser, donc les matières premières ou encore les paires du forex comme l'euro-dollar. Et bien évidemment, fondamentalement parlant, il est toujours très intéressant de suivre ce dollar américain car lorsque le dollar américain va s'apprécier, cela va peser sur les résultats des entreprises américaines et quand il va reculer, eh bien, il va permettre aux résultats d'entreprises américaines d'être encore meilleurs. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Patrick? L'USD Index, c'est... De toute façon, on en reparlera dans le slide suivante, puisque le CRB c'est un petit peu l'inverse. partie de l'US dollar. Ouais, effectivement, effectivement. Ça reviendra. Eh bien, écoute, on va tout de suite passer au CRB voilà. Et je te passe la main. Alors, effectivement, le CRB, c'est un indice mondial des prix des matières premières. Donc CRB, c'est Commodities Research Bureau. C'est un bureau qui existe depuis 1934 et qui avait comme mission d'analyser le comportement des prix des matières premières. Et puis en 1957, on a décidé de créer un indice qui permettait d'étudier les variations de prix. Cet indice, le CRB, a fait l'objet de beaucoup de modifications, puisque suivant les époques, il y avait des matières premières qui avaient plus de poids dans l'économie avec l'évolution du progrès technique, ce qui fait qu'aujourd'hui l'indicateur est sur un montage de 1995. D'accord. Donc les prix qui servent pour le calcul de l'indice correspondent au marché à terme sur l'échéance à 6 mois. Et à ce jour, il est composé de 19 sous-jacents matières premières
qu'on va trouver à la fois sur des marchés à New York, sur l'IMEX, sur Chicago ou sur Londres. Donc ces 19 matières premières sont réparties en 4 groupes. Le groupe des hydrocarbures, on va trouver effectivement le pétrole qui a une grosse pondération, donc que ce soit le Brent ou le WTI. On va y trouver le gaz aussi, qui sont des produits que tu traites, enfin, que tu évoques, dont tu évoques souvent les configurations, Nicolas. Oui. Euh, on a un groupe qui est lié à l'agriculture. Là, on va trouver beaucoup de produits comme le maïs, le blé, le coton, le café, le sucre, le cacao, le jus d'orange même, que tu suis particulièrement. C'est vrai. Des métaux précieux, ben, c'est l'or, l'argent, la platine, et puis des métaux industriels comme le cuivre. Le cuivre qui est suivi de près puisque c'est très lié à l'évolution de l'activité chinoise. Le nickel également, et puis voilà. Donc ça donne un petit peu un panier assez complet et avec des pondérations donc différentes, en sachant que le pétrole c'est la plus grosse pondération. Et cet indice, eh bien, nous le suivons ici chez Zone Bourse, puisqu'il est évoqué pratiquement toutes les semaines dans notre newsletter hebdomadaire, puisqu'on fait toujours un petit zoom sur les matières premières. Effectivement, c'est dans le point hebdomadaire de l'investisseur que tu en parles. Je te lis toutes les semaines. Ouais, merci. Pourquoi suivre le CRB? Ben, déjà, on l'évoquait précédemment, c'est un petit peu je dirais, il est corrélé en fait corrélé inversement par rapport au dollar. Donc, une poussée du billet vert, effectivement, peut effectivement jouer négativement sur l'ensemble des matières premières. Donc, on a souvent des évolutions qui sont inversées. Mhm. Le fait de suivre le CRB, ça va nous donner un indicateur positif si effectivement on a une tendance, je dirais, haussière. Ça va nous donner un indicateur, une tendance positive sur tous les secteurs qui sont, je dirais, cotés en bourse, comme le pétrole, toutes les sociétés qui travaillent dans le pétrole ou les parapétrolières. Mhm. Donc on a effectivement, on a vu dernièrement avec la baisse du pétrole, et bien la chute de ces sociétés-là, de ces compagnies. Mhm. Donc c'est intéressant d'avoir une opinion sur ce qui se passe sur le CRB. Ensuite, une forte poussée des matières premières pourrait engendrer, je dirais, un climat un peu plus inflationniste. Donc là, c'est effectivement à suivre par rapport, je dirais, au marché des taux qui sont derrière. On verra ça un peu plus tard dans le quatrième critère, quatrième indice. Et puis le CRB, enfin l'évolution des prix des matières premières, c'est aussi, ça témoigne aussi du dynamisme ou pas de la croissance mondiale. On verra tout à l'heure en graphique que pendant les années 2000, on a eu une forte poussée globale des matières premières. Pourquoi? Parce que la Chine est un vrai moteur de croissance puissant pour l'économie mondiale. Et donc était très demandeuse de matières premières. C'est intéressant de regarder le CRB parce que si on ne regarde que le pétrole, par exemple, on peut se dire que si le pétrole baisse, c'est vraiment parce qu'il y a de l'actualité concernant le pétrole seul. Mais en étudiant le CRB, en fait, on voyait bien que c'était un mouvement de l'ensemble de toutes les matières premières. Et donc, suivre cet indice globalement permet de voir dans le secteur matières premières s'il y a des mouvements haussiers, baissiers sur un actif en particulier ou si c'est plutôt un mouvement de fond en fait qui s'opère sur l'ensemble du panier. Et depuis 2 ans, étant donné que qu'on a eu un dollar qui s'est fortement apprécié, qui a gagné plus de 20%, mécaniquement, on a eu toutes les matières premières qui ont baissé. Donc si on regardait le pétrole seul, on pouvait se dire qu'il y avait un ralentissement économique. Mais quand on voit le CRB dans sa globalité baissier, on comprend certes qu'il y a potentiellement un ralentissement économique, on comprend également que le dollar joue énormément. Ça permet de comprendre, de saisir un petit peu plus ce qui se passe dans les marchés dans leur globalité. Oui, et en fait, on va finir là-dessus en disant que eh bien, l'ensemble de ces matières premières peuvent booster ou pas tout un ensemble de pays émergents qui sont, je dirais, dépendants
Oui. des prix de ces matières premières, hein. Donc on a vu la difficulté avec la baisse de ce que tu as expliqué tout à l'heure, baisse des matières premières, on a vu les difficultés que rencontrait le Brésil, Le et puis Venezuela. la Russie, etc., qui sont très dépendants des prix du pétrole. Mhm, effectivement. Donc c'est aussi intéressant de voir ce qui se passe dans ce compartiment de pays. Alors, on va regarder ensemble un graphique, donc l'évolution du CRB, donc cet indice des matières premières depuis 1995. Donc, on voit bien qu'il y a 4 phases cet écart de temps. Donc là, on est à peu près sur 20 ans. Donc, vous avez ici les explications sur votre droite, mais en gros, des années 2000 à 2008, vous voyez que nous avons une très forte appréciation des cours des matières premières. C'est dû à un dollar qui est resté stable, mais surtout, c'est dû à une forte croissance de la consommation des matières premières par les pays émergents, et notamment la Chine. Donc, on a eu comme Ouais. ça une première phase fortement haussière. Ensuite, bien évidemment, la crise de 2008 a fait des ravages sur les marchés boursiers dans leur ensemble. Donc, on a eu à ce moment-là le CRB qui a fortement chuté. Et puis en plus, on avait le pétrole qui était monté à 140 dollars en 2008 et qui est redescendu à 30 dollars. Donc, il a emmené avec lui comme ça le CRB très rapidement à la baisse. Après, on a une stabilisation des prix entre 2010 et 2013-14. On avait de temps en temps des petits accès haussiers dus parfois à des spéculations ou à la géopolitique sur le pétrole, mais on va dire qu'on avait des cours relativement stables. Et puis ici, on a une 4e phase sur le CRB qui est fortement baissière. Alors c'est dû bien évidemment aux craintes concernant le ralentissement chinois. Qui disait ralentissement de la Chine disait ralentissement des achats de matières premières globalement. Et puis, comme je vous l'ai expliqué au préalable sur le dollar index, à cause de la politique monétaire américaine, plutôt agressive sur les taux, eh bien, on a eu une forte appréciation du dollar et cela a eu un effet aussi fortement baissier sur les cours. Donc, on a eu comme ça 2 facteurs, ralentissement économique mondial, fort ralentissement chinois, forte hausse du dollar, et ça a entraîné la vague baissière majeure que l'on a connue qui a fait baisser tu parlais de la Chine tout à l'heure et de la relation avec le cuivre. Effectivement, on a vu le cuivre qui a été divisé par plus de 2. On a vu le pétrole qui a été divisé par plus de 3. Donc on a vraiment eu une forte chute des matières premières. Et puis tu disais sur le slide d'avant, en suivant le CRB, on peut en quelque sorte anticiper l'inflation. Depuis 2 ans, on nous dit Voilà. que l'inflation est de plus en plus basse et que les banquiers centraux n'arrivent pas comment dire, à obtenir et à arriver à leur perspective d'inflation. Et c'est normal parce qu'avec des matières premières aussi basses et en tendance baissière, il était difficile de faire remonter les prix. Qu'est-ce que tu en penses au niveau actuel, au cours actuel de cet indice? Là, on voit sur le dernier petit mouvement, on voit qu'il y a une reprise qui s'est opérée depuis quelques semaines. Voilà, à l'image un peu du pétrole qui a touché un point bas et qui se stabilise, même si c'est encore très très volatile, hein. Je crois que faut bien signaler que les mouvements, même intraday sur ces sous-jacents, sont considérables. Effectivement. Donc les investisseurs restent encore nerveux sur ces investissements, mais globalement, on peut éventuellement penser qu'un point bas sur la zone 150 a pu être réalisé récemment. Et qui correspond au plus Je- bas de 2001. Qu'on avait ouais. un support Euh, je ra- chartiste. Exactement. Je rajouterais en fait une chose, c'est dans la fameuse phase 1 de ce graphique, effectivement, on a une embellie du CRB et des matières premières. À l'intérieur de cet indice, on a vu quand même l'or qui a réalisé 12 années consécutives de hausse. Oui, Donc je veux dire, c'est quelque chose qu'on voit peu. Et aujourd'hui, bon, on n'a pas fait un zoom sur l'or, mais on peut simplement dire que ce qui se passe sur l'or, c'est qu'une digestion en fait
de ces 10 années de hausse. Oui, effectivement, je regardais pareil le cuivre en données mensuelles. Le cuivre, les cours ont quintuplé en l'espace de 6-7 ans. Donc en fait, que les cours aient été divisés par deux par la suite, ça peut paraître énorme, mais en fait, ce n'est qu'en quelque sorte un retour à la moyenne, un retour à la normale. Donc, Oui. euh, donc voilà. Alors, on a parlé du VIX tout à l'heure et je vous l'ai montré sur la plateforme. On a parlé de l'USD Index que je vous ai montré sur la plateforme. Et concernant le CRB, je vais vous en parler tout à l'heure. Nous n'avons pas directement le CRB sur la plateforme CMC Markets, mais nous avons un ETF qui est sur le CRB. On verra ça dans la deuxième partie tout à l'heure. On va tout de suite passer au Bund, donc le Bund, les obligations d'État allemands à 10 ans. Et je te laisse la parole. Oui, donc le Bund, c'est effectivement l'obligation d'État allemand à 10 ans. C'est une obligation euh, qui a une cotation effectivement au quotidien. C'est une obligation qui est notée AAA par les agences de notation, donc c'est la note maximum. Et aujourd'hui, on a décidé de faire un zoom sur le Bund parce que on a une sorte de japonisation des rendements en Europe avec des rendements qui sont extrêmement faibles sur ce sous-jacent. Alors, avant d'évoquer je dirais l'aspect technique, on va continuer la définition. Effectivement, c'est l'équivalent de l'OAT française, l'OAT qui signifie obligation assimilable du Trésor. Donc, c'est une rémunération qui est donnée aux détenteurs par le taux d'intérêt. Mhm. Et la qualité en fait de l'obligation permet de qualifier les critères économiques du pays, que ce soit la santé économique, la croissance ou le risque de défaut. Ce qui fait qu'on a des différentiels, on a des spreads entre l'obligation d'État allemand et l'obligation d'État grec, par exemple. Donc là, je n'ai pas affiché les taux, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le 10 ans allemand procure une rentabilité extrêmement faible, qui est proche de zéro. Oui, on est à Euh, 0,05, je crois. voilà, donc c'est ridicule. La Grèce, en contrepartie, si vous achetez aujourd'hui des titres de l'État grec, vous avez un rendement de plus de 8%. Donc plus on prend de Donc, risques, plus on a de rendement, et moins le pays est risqué, mieux il est noté, moins il offre du rendement. exactement. Donc il y a une vraie divergence, une vraie scission, si l'on peut dire, entre l'Allemagne, le corps de la zone euro, Allemagne-France, puisqu'on a des taux extrêmement faibles, et puis ce qu'on appelle les PIGS, Portugal, Irlande, Italie, Oui. Grèce, Espagne, où là on a des taux qui sont un peu plus élevés. Et ce qu'on regarde en tout cas, c'est l'évolution de ces rendements, que ce soit pour le Bund ou pour les autres pays périphériques. Mhm. Alors, l'utilité en fait de suivre le Bund, c'est bien entendu en cas d'aversion au risque, ce qui peut revenir rapidement. Et donc on appelle cette thématique le fight to quality, c'est-à-dire que les investisseurs eh bien, recherchent de la sécurité en priorité et non du rendement. Ils vont parfois se dégager des marchés actions pour aller se positionner effectivement sur des titres qui rapportent peu, mais dont les risques sont extrêmement faibles, voire nuls. D'accord. Et l'intérêt du Bund, comme je le disais tout à l'heure, c'est effectivement aussi d'avoir une notion des écarts entre ces rendements de titres de pays corps, c'est-à-dire la France et l'Allemagne, Les pays et les plus puis solides, oui. les autres pays de la zone euro qui sont un peu plus fragilisés. Alors il y a Louis-Alexandre qui nous dit, le Bund, les 0,05, c'est un rendement annuel ou c'est un rendement à 10 ans? Alors, c'est un rendement annuel sur un titre qui a une échéance 10 ans. Voilà, histoire que ce soit bien compréhensible. Parce que le Bund, c'est quand même un produit bien particulier. Lorsque le Bund monte, c'est que les rendements baissent. Il y a quand même une certaine gymnastique pour bien comprendre ce Oui, produit.
Oui, parce que là, on parle de baisse de rendement, alors que le graphique qui apparaît maintenant en blanc, la courbe blanche, en fait, c'est la représentation du Boon. Alors, c'est le contrat à terme qui était basé initialement sur un prix de 100 et qui, chaque fois que le taux baisse, eh bien, donne de la valeur à l'obligation nominale de 100. Donc là, c'est peut-être un petit peu technique, mais il faut savoir une chose, c'est quand le Boon a une progression haussière comme ça apparaît sur l'écran, c'est qu'on a une progression négative des rendements. Et donc, vous avez ici en blanc donc, le reg générique produit Bloomberg basé sur le Boon depuis 2010, donc sur les 5-6 dernières années. Et vous avez ici en jaune l'Eurostoxx. Alors, ce que l'on peut noter sur ce graphique et que tu mettais en exergue, Patrick, c'est que lorsque ici en jaune, on a l'Eurostoxx qui baisse vivement en 2011, et puis lorsqu'ici en 2015, à partir du mois d'avril à peu près, on a commencé une tendance baissière qui dure depuis maintenant 1 an sur l'Eurostoxx, eh bien on peut voir que le Bund s'est fortement apprécié. C'était peut-être les phases de hausse parmi les plus violentes, notamment en 2011. On voit que les marchés ont chuté, le Bund est monté proportionnellement. Donc on avait le fameux effet, le fly to quality. Fly to quality, ça veut dire que quand il y a de la peur sur les indices, eh bien on va se réfugier sur de la qualité, sur des produits qui vont offrir moins de rendement, mais qui vont nous faire moins peur, qui ont moins de risques de défaut, puisque, encore une fois, le Bund correspond à l'Allemagne qui est triple A, qui est un pays corps, comme tu le disais il y a quelques instants, et qui est un des plus solides en Europe. Par contre, on a eu cette discussion tout à l'heure, Patrick, avant l'émission, et on va l'avoir de nouveau avec nos auditeurs. C'est très bien de débattre en live. On disait tout à l'heure, alors ce qui est particulier, c'est que le Bund monte effectivement très fortement lorsqu'il y a des mouvements baissiers sur les marchés et qu'il y a de la peur. Mais ce que l'on peut noter, c'est que quoi qu'il se passe, entre 2011 et 2015, on a eu un marché haussier sur l'Eurostoxx ici en jaune, et on a eu le Bund qui est monté également. Comment expliquer une telle chose ? Alors, il y a un élément qu'il faut bien avoir en tête, en fait, quand on regarde ce mouvement ascensionnel, que ce soit le Bund ou le marché action, c'est que ça s'est produit, en fait, dans un climat inflationniste relativement faible. Et il y a un vrai lien entre l'évolution du Bund. Alors, on sait que l'intervention de la BCE aujourd'hui favorise la bulle sur le marché obligataire. Je crois on peut évoquer, on peut lâcher le mot de bulle. Ça, on le voit très bien avec la divergence par rapport aux actions sur la dernière phase de ce graphique. Et pour revenir à la hausse couplée des deux indicateurs, là, effectivement, je crois qu'on peut dire que ça s'est passé dans un climat où on avait, je dirais, une inflation qui baissait pratiquement graduellement, et donc des taux qui baissaient également, et puis un marché action qui était tombé extrêmement bas en 2011, qui avait des niveaux de valorisation extrêmement faibles et qui a opéré un vrai rattrapage avec les interventions massives des banques centrales. Mais on peut se poser la question, en fait, on peut se dire que il y a quand même une manne financière en quelque sorte qui tourne entre tous les marchés, entre les marchés de matières premières, les marchés obligataires, les marchés actions. On est en droit de se demander en fait si cette hausse du Bund depuis 3-4 ans n'est pas due au fait que les investisseurs, eh bien, ils ont décelé l'or, ils ont laissé l'or de côté, ils sont sortis des émergents, ils sont sur le marché action mais avec prudence. Et donc peut-être que dans ce contexte un peu particulier, un peu défiant, de non-prise de risque, eh bien en fait de nombreux investisseurs, voire des gros fonds d'investissement, des gros fonds de pension américains notamment, pourraient en fait avoir choisi de se placer sur le marché obligataire, car même s'il a un rendement très faible, il en a toujours un, et puis c'est un marché qui est théoriquement, historiquement, le plus sûr en fait.
Oui, oui, jusqu'au jour où. Jusqu'au jour où, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, voilà, chers auditeurs, Donc, sachez-le, on n'a ouais. jamais vu de mémoire de trader, et même Patrick qui a 30 ans de bourse derrière lui me disait tout à l'heure, me disait, voilà, on n'a jamais vu ce type de configuration-là où les taux sont recherchés alors qu'ils sont extrêmement bas, et vous l'aurez peut-être lu également dans la presse ces derniers temps, il y a un très grand nombre d'obligations qui ont désormais des rendements négatifs. Ça veut dire que les investisseurs souhaitant s'assurer de la sécurité théorique de leurs fonds préfèrent poser de l'argent à taux négatif et donc tous les ans on va venir rogner un petit peu sur leur somme, mais ils préfèrent faire ça que de prendre des risques avec plus de rendement parce qu'ils espèrent justement avoir une certaine sécurité. Alors cette sécurité, elle est réelle, mais comme on peut le voir par exemple l'année dernière, à partir d'avril 2015, on a eu comme ça un fort décalage sur le Bund, on a des taux qui se sont tendus d'un coup, ça n'a pas renversé la tendance qui est fortement haussière, mais donc on comprend bien qu'on peut avoir des décalages forts sur ce marché et en fait plus les taux tendent vers zéro voire en négatif, plus on a une probabilité d'un dérèglement qui augmente, Patrick. Oui, exactement. Je crois que le risque aujourd'hui concernant le Bund et le marché obligataire en général, ça serait éventuellement, euh, je dirais, une reprise de l'inflation, une reprise de la croissance, Mhm, et tout ça pourrait générer une tension, un début de tension sur les taux, mhm. et immédiatement, la tension sur les taux ferait décaler brutalement Le marché obligataire le contrat contrat Boom que l'on voit ici. aujourd'hui. Exactement. Alors, il y a Stéphane qui dit: je ne comprends pas ce que représente la baisse ou la hausse du Bund. Le taux garanti par l'État allemand ne change pas, lui. Alors, si, en fait, les taux évoluent. Plus vous avez le Bund qui monte et plus les taux sont faibles. Et si à un moment le Bund baisse, c'est que les taux et donc le rendement augmentent. Voilà, il faut bien comprendre cela. Ouais, c'est une petite mécanique à intégrer sur les taux, c'est pas toujours Effectivement, facile. le marché, on peut bien comprendre le marché action qui monte quand tout se passe bien et inversement. On a le marché des matières premières, on a le marché des monnaies. Sur l'obligataire, il faut bien comprendre ces mécanismes-là, car le marché obligataire, rappelons-le, est le marché le plus important au monde. Eh oui. Vous avez le marché obligataire en top 1, ensuite vous avez le marché Forex, les monnaies, et ensuite vous avez les indices qui sont mais vraiment à mille lieues. Tu as des chiffres en tête du Non, rapport entre j'ai pas l'obligataire, les rapports, mais mais c'est plusieurs non, centaines de fois plus important que le ouais, marché action, me semble-t-il, hein. Et c'est là exactement. que se passent de nombreux mouvements sur les montants les plus importants au monde. Et c'est donc, si on a des dérèglements sur le marché obligataire, on peut avoir des dérèglements sur le marché action. Ce que vous devez Exactement. retenir, c'est que donc ce produit qu'on a vu à l'instant, qui représente l'évolution du Bund, vous l'avez aussi sur la plateforme CMC Markets à Eurobund. Donc sur les 4 outils avancés qu'on vient de voir, il y en a 3 qui sont directement sur la plateforme. Le quatrième est via un ETF, on en reparlera dans quelques instants. Donc vous pouvez voir ici ce fort mouvement haussier qu'on a du Bund entre 2011 et 2015. On voit bien qu'ici le Bund s'est cherché pendant plusieurs années entre 2004 et 2009, puis on a eu une forte ascension des cours. Ici c'est un graphique en données mensuelles, il permet de bien cadrer la dynamique haussière de long terme. Et puis depuis le début 2015, on a la BCE qui se porte à l'achat sur les obligations, qui fait en quelque sorte le marché obligataire puisqu'elle injecte 80 milliards par mois et une grande partie va au marché allemand. Je pense qu'on est bon sur cela. Oui, une dernière chose, effectivement, la politique aujourd'hui de la BCE maintient ce cap haussier sur le contrat Bund. Artificiellement, si je peux me permettre. Exactement, donc ça profite plus pour l'instant au marché obligataire qu'au marché action, et on le voit très bien, on l'a très bien vu sur le graphique précédent. Effectivement. Alors,
Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en route. Donc, je vous le rappelle, c'est un webinaire sur les indicateurs avancés dont on vient de parler. On va passer à la partie 2 sur la sélection de titres actions, puis sur les outils de sélection Zone Bourse. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Patrick Rejonnier de l'équipe Zone Bourse qui est avec moi à distance en direct d'Annecy. Donc, j'en profite pour saluer tous ceux qui viennent de nous rejoindre en espérant que le son et l'image sont bons. Bien évidemment, si vous n'avez pas compris certains concepts, nous pourrons les revoir au quotidien dans mon émission La Matinale qui a lieu tous les matins à 10h. Et puis, à la fin de cette présentation, nous répondrons également à vos questions. Et je le rappelle, la vidéo sera enregistrée et postée par la suite sur YouTube, que vous puissiez en jouir par la suite. Alors, on va passer à la partie sélection de titres actions qui m'est dédiée. Et je vais vous parler en fait de différents types d'approches que peut avoir un investisseur action lorsqu'il souhaite se porter à l'achat sur des titres. Un investisseur action donc va devoir choisir quel type de valeur il souhaite mettre dans son portefeuille. Il a une palette d'approches. Nous allons en voir quelques-unes tout de suite. Et je vais commencer donc par l'approche value. L'approche value, elle va se focaliser sur des sociétés qui sont estimées sous-évaluées en étudiant des critères et souvent en étudiant en fait des ratios et ainsi que les chiffres de la société. Donc on va suivre par exemple un ratio qui est très connu, qui est le Price Earning Ratio, le PER. C'est un multiple de capitalisation des bénéfices. On va ici étudier la relation entre le cours de l'action et le chiffre d'affaires. On va regarder le rapport entre la capitalisation boursière de la société et son chiffre d'affaires. On va regarder la rentabilité des fonds propres de l'entreprise et de son secteur. Et effectivement, ces 4 critères-là, entre autres, sont des éléments qui doivent toujours être mis en perspective en comparant les données sectorielles. Je crois savoir que c'est une approche que tu opères de temps à autre. Vous, chez Zone Bourse, vous recherchez, vous êtes plutôt value ou plutôt grosse? Alors, je dirais, on essaye de faire des recherches assez complètes concernant ces deux approches. Après, chaque approche a ses propres qualités, donc on essaye de mixer en fait. Effectivement, je vais en parler dans quelques instants. D'accord, c'est pour ça que j'attendais en fait que tu termines l'ensemble des définitions. Effectivement, donc la deuxième approche, c'est l'approche grosse, donc c'est l'approche de croissance. On va donner en fait la priorité à des valeurs dont l'activité devrait croître à l'avenir et souvent dont elle croît déjà. L'investisseur va rechercher des valeurs dont la croissance est supérieure à son secteur et au marché. Donc on va chercher des PER élevés. Mais on va rechercher une récurrence en fait de la croissance depuis des années, de la hausse du chiffre d'affaires et des bénéfices. Donc parmi les exemples les plus connus, on a L'Oréal et on a LVMH, mais je pense aussi qu'on peut considérer Apple comme une valeur de croissance ces dernières années. C'est désormais un peu le moins le cas pour Apple, puisque pendant des années, en fait, elle a offert entre 10, 30 à jusqu'à 40%, je crois 45% de croissance de son chiffre d'affaires ou bien des bénéfices. Par contre, désormais, la situation s'est stabilisée. Alors que L'Oréal, je crois que la société a réalisé, corrige-moi si je me trompe, mais c'est une croissance de son chiffre d'affaires à 2 chiffres pendant 15 années d'affilée. Exactement, c'était l'exemple qu'on donnait à chaque fois. Et donc, comme je vous le dis ici en conclusion, tout comme l'analyse technique et l'analyse fondamentale sont complémentaires, et bien les approches value et growth, donc qualité et croissance, elles sont complémentaires. Donc souvent, une gestion mixte qui utilise les deux permettra de diversifier le portefeuille et de minimiser les risques. Et d'ailleurs, je vais vous parler d'une approche juste après qui mixe les deux. C'est l'approche GARP, donc GARP pour Growth at a Reasonable Price, donc ça veut dire de la croissance, mais également à un prix raisonnable. Ça veut dire qu'on va aller chercher des valeurs de croissance où il y a une forte hausse du bénéfice et du chiffre d'affaires, mais on va quand même étudier les ratios boursiers, comme dans l'approche value. On va étudier les PER, on va étudier le price to sales, on va étudier plusieurs critères, comme ça, des ratios. Et ça va nous permettre de faire un système hybride de sélection de titres entre les deux méthodes qu'on a vues avant. Donc c'est une méthode croisée entre une approche dynamique et une approche bon père de famille.
Il s'agit de trouver des valeurs de croissance solides, mais avec une valorisation raisonnable. Donc dans ce type de sélection, on va par exemple exclure les croissances trop rapides, 25, 30 à 50% par an ou plus. Donc ce type de valeurs-là, on va les retirer, partant du principe qu'elles sont déjà souvent valorisées trop cher. Et donc on peut avoir en quelque sorte un retour de flamme. Donc on va choisir certes de la croissance, mais on va tout de même étudier les ratios. Donc c'est ce que je vous disais juste avant, ça va être en quelque sorte une approche mixte. Donc l'investisseur, il va se focaliser sur la valorisation faite par le marché grâce à des ratios, comme dans l'approche value. Donc on va étudier le PER. Le PER, pour aller un peu plus en détail par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un ratio boursier correspondant au rapport entre la valeur d'une entreprise et ses profits. Il peut être calculé sur la base des données de l'exercice d'une société, sur des données trimestrielles, on a un PER glissant, ou encore sur des données prévisionnelles, un PER projeté, puisque souvent une entreprise, quand elle publie ses résultats, elle nous donne ses prévisions pour l'année suivante, et ça permet donc aux analystes fondamentaux de créer un PER projeté. Le PER d'un titre qui rentre dans la gestion GARP est plus élevé que dans la gestion value. Dans le même temps, il est moins important que pour une gestion growth, donc une gestion de croissance. Donc c'est là où on va vraiment chercher un mixte. On a aussi le price to sales, c'est un autre ratio, c'est le ratio entre la capitalisation boursière et le chiffre d'affaires. Telle entreprise vaut ainsi une fois, deux fois son chiffre d'affaires. Il doit être utilisé dans une comparaison sectorielle et comparé à d'autres ratios. En effet, vous ne pouvez pas juste comparer deux sociétés de secteurs totalement différents. Il faut toujours comparer les sociétés comparables à données comparables, sur une période comparable et dans un univers sectoriel comparable. Donc en conclusion, la méthode GARP permet en définitive de profiter de la croissance des profits d'une société tout en apportant un profil de risque maîtrisé pour quelqu'un donc qui veut être entre, je le rappelle, dynamique et bon père de famille. Donc ça c'est plutôt ce que tu aimes bien, Patrick. Oui, bon père de famille, oui. Non, je parlais pas du bon père de famille, je parlais du mix. Oui, non, mais on peut même rajouter, si on veut être exhaustif, on peut même rajouter une approche yield également, où on peut mettre une petite pondération dans nos approches, donc value, growth, Alors j'en ai d'autres. et mix. Ouais, je sais, mais on peut rajouter effectivement un petit critère rendement, ce qui fait qu'on va pouvoir éventuellement aller chercher des valeurs qui, de temps en temps, nous distribuent du bon coupon. Effectivement, il y a des valeurs qui sont très connues pour ça et qui sont des valeurs de fort rendement. Je crois que pendant plusieurs années, c'était la valeur page jaune, tu me corrigeras si je me trompe, qui délivrait un des meilleurs rendements du marché français. Oui, la page jaune, France Télécom, Effectivement. à l'époque, Orange maintenant, Donc des ça valeurs reste plutôt toujours des stables, thématiques. où on va Ouais. peut-être pas aller chercher une forte croissance du chiffre d'affaires, du résultat net ou même du cours de bourse. Par contre, on a un coupon, donc un rendement qui nous est donné par le dividende qui est donné tous les ans par la société. Après, on peut en débattre, hein. Est-ce que c'est une bonne chose que les sociétés distribuent beaucoup au détriment de, je dirais, de la valorisation de la société, effectivement. C'est un débat. Effectivement. Alors il y a d'autres approches, mais ce que je voulais surtout c'était vous montrer en fait le fait qu'il y a différents types d'approches et ces différents types d'approches en fait correspondent à différents types de profils d'investisseurs ou de traders. Je sais que parmi ceux qui nous écoutent, vous allez avoir des traders qui vont par exemple trader le Bund en intraday, vous avez d'autres qui vont faire du swing sur le VIX dont on a parlé avant, et puis vous avez de l'investisseur action, vous avez de l'investisseur court terme, moyen terme, long terme, et puis cet investisseur-là, il va pouvoir sélectionner plusieurs approches, comme je vous le disais. Une autre approche que je voulais vous présenter ici, c'était l'approche de momentum. Ça consiste en fait à rechercher des titres les plus en hausse sur une période donnée et à miser sur ces derniers. Par exemple, Plastic Omnium, ces dernières années, c'est un titre qui est passé de 80 centimes à 30 euros entre 2009 et 2015, donc en 6 ans. Et en fait, Plastic Omnium a reçu le prix de la plus forte hausse de son action à plusieurs années de reprise lors des BFM Awards.
J'y étais présent, le PDG de Plastic Omnium était là, et en fait, quand son titre est passé de 0,80 à 6 euros, il a été récompensé, puis de 6 à 18, il a de nouveau été récompensé. Ça a vraiment été un parcours exemplaire, et donc vous avez des traders comme ça qui vont aller chercher les titres les plus recherchés, les plus haussiers. Alors bien évidemment, il peut y avoir des retours de flamme, des cassures de tendance, et cela faudra y faire attention, mais théoriquement, comme ça, en étudiant les titres qui sont dans des tendances les plus puissantes, eh bien vous verrez que dès que les marchés sont plutôt haussiers, c'est le genre de titres qui vont être généralement les plus recherchés. Il y a d'autres investisseurs qui opteront pour des approches plus personnelles, dépendamment de leur tempérament ou de leur affection pour un type de titre. Donc ici, je voulais parler de profils d'investisseurs que j'ai notamment côtoyés. Vous avez des investisseurs qui aiment bien trader matières premières, forex et autres, et qui se disent que s'ils veulent trader des actions, c'est pour spéculer réellement. Donc avec un profil spéculatif, l'investisseur, eh bien, qu'est-ce qu'il ferait? En fait, ça consisterait à sélectionner des actions très volatiles, souvent en tendance baissière, partant du principe que le pire pourrait être passé pour la société. Souvent, c'est soit des entreprises en difficulté avec une forte baisse du chiffre d'affaires, soit des entreprises délaissées pendant une période donnée parce que leur recherche n'a pas fonctionné, soit, encore une fois, des sociétés en restructuration. Et je vous ai mis des exemples pour chacune des types de sociétés que je viens de vous énumérer. Swatec, Nicox, Solocal. Alors Swatec, c'est un spécialiste du silicium. Nicox, c'est de la recherche biopharmaceutique. Solocal, c'est les anciens pages jaunes. Et donc en fait, c'est des titres où la tendance est baissière, les résultats sont souvent en baisse, il y a eu des déceptions dans le passé, mais il arrive par période donnée qu'il y ait de très fortes appréciations de ces titres-là. Je me souviens du titre Nicox qui était passé de 1 à 10 euros, Swatec qui était passé de 2 à 25 euros. Le régulateur va sélectionner ces titres-là lorsque souvent ils seront dans des situations de survente complètement délaissées, et il va miser sur le fait qu'à un moment donné, soit par spéculation, soit suite à des bonnes nouvelles de la société, eh bien on va avoir un très fort rebond du titre. Et puis vous avez aussi l'approche comportementale. On pourrait aussi utiliser le mot sentimental en quelque sorte. En fait, ça consiste à prendre en considération nos travers émotionnels, cognitifs, nos automatismes, ceux-ci pouvant avoir un effet sur nos prises de position. Donc l'objectif, c'est d'avoir une perception du marché la plus proche possible de la réalité. Vous avez des investisseurs dans l'approche comportementale qui vont se dire, voilà, j'ai travaillé dans telle ou telle société, je la connais bien, je vais en acheter des titres. Donc voilà, ça c'est encore une approche autre. Maintenant, que vous soyez dans une approche growth, une approche value, une approche yield, une approche rendement, donc une approche momentum, une approche spéculative ou comportementale, vous avez des règles théoriques à suivre. C'est qu'il faut savoir se diversifier en achetant plusieurs actions dans son portefeuille. On dit souvent qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et puis bien évidemment, vous devez calculer le risque maximum de perte sur votre portefeuille et établir des stops de protection. Pour prendre un exemple simple, lorsque vous êtes dans une approche momentum et que vous avez un titre qui monte depuis plusieurs années, mettre un stop de protection sous les supports majeurs, c'est se garantir de fixer le montant total de la perte maximum et ainsi de pouvoir rester serein dans la gestion de son portefeuille. Je vous ai préparé un exemple de portefeuille. Donc ici, on va parler d'un investisseur action lambda qui aime bien trader les indices et qui a une affection pour les matières premières. Cette personne a un profil de risque faible, donc elle va plutôt préférer des grandes capitalisations ou des leaders. La personne, donc l'exemple en question, la personne a des préférences pour les valeurs pétrolières, minières, l'aéronautique. La zone géographique Europe lui plaît, mais elle est aussi ouverte à d'autres zones économiques. Et puis elle a une affection pour les produits Apple parce qu'elle en a chez elle et elle est détenteur d'une voiture Tesla. Eh bien, en dessous, je vous ai préparé un portefeuille type avec l'outil de la plateforme CMC Markets qui permet de créer des listes et de pouvoir ainsi suivre vos titres. Et donc dedans, j'ai choisi une pétrolière Total qui est en plus une grande capitalisation.
Étant donné que cette personne aime bien l'or, eh bien on lui a mis du BHP Billiton, qui est une société australienne. Puisqu'il est fan d'aéronautique, on a choisi du Airbus, on a choisi du Safran, matière première avec ArcelorMittal. Il a une Tesla et des produits Apple, et donc il achète les marques qu'il aime bien. Et puisqu'il aime bien également les indices, pour compléter son portefeuille, il a choisi l'indice le plus fort des marchés boursiers, c'est-à-dire le SP500. Et donc vous voyez, comme ça, vous pouvez vous poser la question de savoir quel type d'investisseur vous êtes, quel type d'approche vous souhaitez faire, et puis vous pouvez vous faire des exemples de portefeuille pour pouvoir voir ce que cela donnerait en démonstration sur les marchés. Maintenant, je vais passer... Ah oui, pour votre sélection d'actions aussi, je voulais vous parler de Morningstar. En fait, sur la plateforme de CMC Markets, on a à peu près 9500 actions et sur pratiquement chacune d'entre elles, vous avez l'outil Morningstar. C'est-à-dire que quand vous êtes sur la fiche valeur de l'action, eh bien, je vous montrerai ça tout à l'heure. Vous cliquez sur la fenêtre, vous ouvrez donc la fiche Morningstar qui va s'ouvrir sous la forme d'un PDF. Ces fiches-là sont actualisées toutes les 24 heures. Voilà, c'est marqué ici, elles sont disponibles à travers le menu déroulant lié à un produit donné directement sur la plateforme, et cette fonctionnalité est disponible sur nos applications de trading mobile. Et dessus, vous avez tous les ratios dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vous avez par exemple le PER, vous avez le price cash flow, vous avez comme ça le price to sales dont on parlait tout à l'heure, vous avez les chiffres sur plusieurs années, vous avez le cours du titre, vous avez sa fair value quantitative qui est un système automatique réalisé par Morningstar, vous avez des notes, vous avez son secteur, sa capitalisation. Bref, une fois que vous avez sélectionné votre profil et les titres que vous souhaitez mettre dans votre portefeuille, vous pouvez vérifier grâce à ces fiches Morningstar que ce sont des titres qui conviennent à votre profil, ou du moins que vous trouvez effectivement de qualité. Alors, on va dans cette deuxième partie de la deuxième partie parler d'un autre type d'investisseur. On va parler de l'investisseur particulier qui, lui, n'a pas le temps de suivre les marchés au quotidien, qui n'a pas accès à tous les titres et les indices possibles, qui souhaite se diversifier via un produit simple et transparent, et qui souhaite investir parfois sur des zones géographiques ou sur des secteurs un peu particuliers. Et donc, je vais vous parler des produits ETF. Donc chez CMC Markets, qui est un spécialiste du CFD, du contrat pour la différence, nous avons également des CFD sur des ETF. Donc les ETF, j'ai pris ici les définitions d'Euronext pour qu'elles soient très claires et compréhensibles pour vous. Ça veut dire Exchange Traded Funds, sont des OPCVM indiciels cotés sur les marchés réglementés d'Euronext. En France, on a les ETF notamment soumis aux règles de marché Euronext, au contrôle de l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF, et également aux directives européennes, les fameux UCITS. Les ETF ont pour objectif de répliquer la performance d'un indice à la hausse comme à la baisse. Il s'agit donc d'une gestion passive permettant au produit d'avoir une variation similaire à celle de son sous-jacent, sans aucune intervention stratégique pour tenter de surperformer l'indice. Typiquement, je vous parle de ces produits-là parce que depuis le début de l'année, on a eu des grandes thématiques. On a eu la forte chute du pétrole, puis le fort rebond du pétrole, on a eu la forte chute des marchés chinois, on a eu comme ça des mouvements relativement forts sur des thématiques dont on parlait beaucoup dans nos émissions, dont on parlait beaucoup également dans la presse. Et donc si à un moment donné, vous n'avez pas forcément le temps de choisir les bons titres et d'analyser les marchés, vous pouvez vous dire voilà, sur cette thématique-là, je pense qu'on est soit dans une zone haute, soit dans une zone basse, et je vais donc opérer en sélectionnant les ETF sur les secteurs, les produits que je souhaite trader. Les principaux émetteurs d'ETF qui sont présents sur la plateforme Next Generation, c'est l'Ixor AM, donc c'est les produits de la Société Générale. Il y a également les ETF de Amundi, et puis vous avez les ETF eShares qui sont émis par BlackRock. Et donc sous ce graphique-là, je vous ai mis un exemple de CFD sur les ETF disponibles sur la plateforme Next Generation. Alors je vois plusieurs questions de plusieurs personnes dans le chat. Regardez cette liste, ce n'est pas une liste exhaustive, ce n'est que pour vous donner une idée de ce que l'on peut trader.
Alors Didier me dit, est-ce qu'on a des ETF sur l'argent? Oui, très certainement, il y a des ETF sur l'argent. Mais l'argent, en l'occurrence, Didier, vous pouvez le trader directement sur la plateforme de CMC Markets via un CFD sur les cours de l'argent. Là, je vous parle vraiment d'aller trader des secteurs ou des produits bien particuliers sur lesquels vous ne trouveriez pas d'actions ou de monnaie ou autre. Donc par exemple, vous avez la Chine, vous avez l'Inde, vous avez le MSCI World Zone Euro, vous avez le CRB dont je vous parlais tout à l'heure. Donc typiquement tout à l'heure, on a parlé du CRB et si vous souhaitez le trader, vous pouvez le faire via un ETF sur le CRB. Vous avez l'indice MSCI Emerging Markets. Donc plutôt que d'aller acheter un peu d'Inde, un peu de Chine, un peu de Russie, vous avez ici un ETF qui les prend tout en considération. Vous avez noté que les small caps américaines surperforment les grosses capitalisations américaines. Vous avez un ETF sur les small caps. Vous traitez l'Inde, vous traitez l'indice World, vous voulez trader les biotechnologiques au Nasdaq, eh bien vous avez un ETF sur les biotechnologiques. Donc pour des personnes qui n'auraient par exemple pas le temps de choisir la valeur biotech la bonne, sachant qu'en plus il y a une grosse disparité dans ce secteur, eh bien ici vous avez par exemple l'indice des biotech qui s'appelle le NBI, Nasdaq Biotechnology Index, et qui hier d'ailleurs prenait 5,95%, soit une de ses 6 plus fortes hausses depuis la création de cet indice. Vous avez le Brésil, vous avez Athènes. Ce n'est vraiment pas une liste exhaustive, c'est simplement pour vous donner des thématiques. Je vais vous en montrer quelques-uns graphiquement. Ici, vous avez l'évolution du CFD sur la Chine. Donc c'est un ETF Lixor China Enterprise en données journalières depuis mai 2015. Et donc, grâce au CFD sur ETF, vous pouviez soit mettre à profit les mouvements baissiers, soit haussiers. Alors, vous voyez bien ici que les mouvements baissiers sont les plus forts. Donc généralement, quand on achète un ETF, c'est pour jouer la hausse. Mais le fait d'avoir des CFD sur ETF va vous permettre de jouer et la hausse et la baisse. Donc vous constatez un ralentissement économique mondial car vous avez étudié le CRB dont on a parlé au tout début. Vous souhaitez mettre à profit la baisse de régime des pays émergents, eh bien vous allez pouvoir, via ce produit, vous impliquer, vous investir sur la hausse ou la baisse d'un des pays émergents, ici la Chine. Ici, vous avez l'ETF de Jefferies donc sur le CRB, dont on a parlé en début de cette présentation, en données journalières depuis juin 2015. Donc, vous constatez qu'il y a un ralentissement global mondial. Vous souhaitez mettre à profit la chute des matières premières. Vous ne souhaitez pas aller sur l'or ou le pétrole. Vous voulez jouer l'ensemble des matières premières, soit à la hausse, soit à la baisse. Eh bien, avec un CFD sur ETF, vous allez pouvoir le faire. Troisième exemple, l'ETF eShares Nasdaq Biotechnology en données journalières depuis la fin 2015. Donc l'année dernière, on avait parlé du phénomène de potentielle bulle sur les biotech. Depuis, donc l'indice des biotech a perdu plus de 40%. Tout comme une action ou un indice, vous pouvez voir qu'on peut faire de l'analyse technique sur le graphique. Et donc, vous voyez, quand j'ai préparé cette présentation, ce graphique-là date d'il y a 3 jours. Eh bien, là, on est sorti violemment à la hausse ces dernières séances grâce à une appréciation donc, du Nasdaq Biotechnology. L'ETF, lui, a suivi le même mouvement et est sorti par le haut de cette consolidation. Et puis, dernier exemple, pour finir avec les CFD sur ETF, vous avez ici l'indice, le Lixor ETF sur l'ATEX 20, donc l'indice grec. Et donc, si vous souhaitez répliquer la hausse ou la baisse des actions grecques, vous pouvez le faire via un CFD sur les ETF. Je pense que vous avez compris le système. Et Patrick, je te retrouve. Je te retrouve après cette deuxième partie donc sur les sélections d'actions, sur les différents types de profils, d'approches et puis sur les ETF.
Donc pour terminer cette présentation, effectivement, je l'avais pas vu, on est déjà en webinaire tous ensemble depuis 1 h 15. On remercie tous nos auditeurs et on espère que ce webinaire vous plaît. Donc on va passer à la troisième partie sur les outils de sélection de titres zone bourse, puisque c'est vraiment votre spécialité. Donc on va parler dans un premier temps du système de notation zone bourse. On va parler ensuite du market screener. Et puis l'offre de CMC Zone Bourse. À toi la parole, mon cher Patrick. Oui, on va revenir effectivement sur le site Zone Bourse. Donc, je disais dans la présentation du site que Zone Bourse c'était un expert dans le big data. Et avec le market screener, on va pouvoir vous présenter une réelle application de ce qu'on peut faire avec la data qu'on a stockée et qu'on a gérée depuis 4 ans. Alors, la présentation de la slide actuelle met en avant des notations. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est plutôt, au lieu de mettre notre trading et notre investissement en premier, on aurait dû effectivement les présenter en fin de tableau. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, Zone Bourse collecte de l'information fondamentale au quotidien sur toutes les valeurs du monde. Ce qui fait que cette donnée est stockée et ensuite on va pouvoir la découper en critères fondamentaux. Ces critères-là, il y en a 15, ils sont présentés dans le tableau. Ça va de la croissance, bien entendu, à la valorisation, jusqu'à des révisions de CA sur un an. Alors, comment fait-on pour noter ces critères-là? Eh bien, à partir du moment où on stocke les données, on a donc un historique. On a des historiques sur toutes les sociétés, donc que ce soit il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et on a également, grâce au consensus de Thomson Reuters, on a également les données estimées. Donc, données historiques et données estimées, ce qui nous permet d'avoir une vision sur le futur. Et à partir de cet ensemble de données historiques et estimées, on va établir des notations. Alors, on va diviser, on va découper l'ensemble de nos informations en 15 critères, comme je disais tout à l'heure, et ce qui fait que si on a une note pour chaque critère, on va donc pouvoir classer toutes les sociétés en fonction de leurs critères. On va faire un classement relatif par rapport à toutes les sociétés qu'on a. Donc, en résumé, on collecte la donnée, on la décompose en critères, on classe, on fait un classement relatif pour chacun des critères, on a donc une note, et le cumul de ces notes va nous donner une note finale trading et une note finale investissement. Dans le cas présent, tu voulais rajouter quelque chose, poser une question? Non, en fait, c'est que vous faites ça sur des milliers de valeurs, me semble-t-il. Hein. Oui, là, effectivement, c'est une valeur que j'ai pris au hasard, mais on va pouvoir obtenir toutes ces informations sur toutes les valeurs du monde, pratiquement, que ce soit une valeur américaine, une valeur brésilienne, une valeur indienne. Donc c'est la réelle force de notre market screener, c'est qu'on ratisse mondialement. Oui, donc pour tous ceux qui nous suivent et qui traitent les actions chez CMC notamment, pour nos clients qui suivent le marché action et dont je disais avant qu'ils pouvaient avoir des différents types d'approches, une fois qu'il va falloir sélectionner la valeur, on pourra regarder certes Morningstar qui est intéressant, mais en regardant ce système de notation sur performance, on va vraiment avoir un nombre de données très impressionnant, les données passées, les données futures, et donc c'est vraiment un outil très intéressant. Ouais. J'y vais moi-même tous les jours. Hein. Ouais. Simplement, avant de passer je dirais, à la page suivante, la différence qu'on va pouvoir trouver entre la note de trading et la note d'investissement, puisque on va être sur du 0 ou 5 étoiles, donc on va donner une note globale in fine à l'action. Et quand vous allez sur le site, vous tapez une valeur, vous avez tout de suite les 2 notes qui apparaissent, et ça vous donne déjà un sentiment zone bourse en quelque sorte. Donc la note trading, elle
elle tient compte d'une pondération différente des critères par rapport à la note investissement, on va mettre plus l'accent sur les récentes révisions, qui D'accord. vont doper davantage le titre à court terme, alors que la note d'investissement va plus s'attarder sur les critères de croissance moyen-long terme. D'accord. Voilà, pour justifier les deux notations. Alors, j'ai une question. J'ai Mohamed qui me dit, parmi ces 15 notes, lesquelles il faut choisir quand on n'est pas spécialiste? Et en fait, c'est ce que tu es en train de nous dire. Ces 15 notes-là sont toutes considérées et prises en considération et donnent les étoiles, le système d'étoiles. Voilà, donc ça c'est Donc, le c'est Zone Bourse qui cumul. fait le travail pour En la fait, personne, en fait. si on pouvait découper le tableau à partir de croissance jusqu'à révision CA 1 an, on pourrait appeler ça une grille. Une grille par valeur, et donc on compare toutes les grilles de toutes les valeurs du monde, et ça nous donne du 5 étoiles ou du 0 étoile pour les valeurs qui elles, ont des croissances faibles, des valorisations élevées, etc. etc. Donc, juste, on va passer à la slide suivante, si tu veux. Voilà. Donc, on a une idée fondamentale sur les données fondamentales de chaque valeur, donc avec les 15 critères que je viens de vous expliquer. Et on peut également, enfin, on a également des critères techniques, et il y en a 6 qu'on va retrouver pour chacune des valeurs, ce qui fait que 15 critères fondamentaux et 6 critères techniques, ça fait une vingtaine de critères, 21 critères, qui vont nous permettre de faire des sélections in fine. Pour revenir sur ces critères techniques, effectivement, on a des notes concernant un positionnement du titre à court terme, à moyen terme et à long terme. On a une note RSI, on a même une note écart Bollinger, et on a même souligné quand les valeurs ont des volumes anormaux. Donc, ce qui fait qu'en complément de toutes les données fondamentales qu'on a, on va pouvoir intégrer, compléter notre analyse avec un support technique. D'accord. Tu me dis quand je... En sachant que quand vous allez sur le site, vous avez un bouton Aide, si tu peux le... Je vais le montrer juste après, on ira après sur le site. Et qui vous donne les définitions de chacune des notes pour effectivement connaître pourquoi on a écart Bollinger, etc., ou les récits, et comment on attribue une note bonne ou une note mauvaise. D'accord. Voilà, donc là j'ai fait une photographie en réalité du site pour vous montrer où se situe le Market Screener. Donc il est dans l'onglet Outils. Outils, une fenêtre s'ouvre, et là ensuite vous cliquez sur Market Screener et le moteur de recherche va s'ouvrir. Donc il est défini pour donner une petite précision sur la présentation. Vous avez à gauche, et là on reviendra là-dessus tout à l'heure, à gauche vous avez l'ensemble des critères qu'on va pouvoir sélectionner. Donc ici on a une vision haute de la page, avec dans un premier temps la géographie, le critère géographique, le critère de capitalisation, un critère, si on veut sélectionner un titre que à l'intérieur d'un indice, par exemple, ça serait possible, ou sélectionner un titre que à l'intérieur d'un secteur précis, c'est également possible. Et puis dessous, on verra, il y a tous les critères qui sont détaillés, comme la croissance, etc. Oui, donc ensuite, vous avez... J'avais une question de Pascal qui disait, est-il possible de définir des critères personnalisés? Donc ici, on a bien évidemment, comme tu l'expliques, donc tous ces critères-là, la possibilité de choisir si on veut des titres plus ou moins capitalisés, qui font partie d'indices, de secteurs. Donc vraiment, ici, vous allez faire votre propre liste avec tous vos critères personnels. C'est tout l'intérêt, c'est de personnaliser sa sélection. Et tout à l'heure, tu as évoqué les approches value, les approches growth et voire yield. Eh bien, vous allez pouvoir vous-même réaliser votre sélection en mettant un critère value plus en avant qu'un critère growth ou qu'un critère yield. Donc, vous faites votre propre formule en fait de recherche. Voilà, donc là on part sur un exemple concret. Donc là dans la colonne de gauche qu'on a vu tout à l'heure, on a sélectionné quelques pays.
la France, le Benelux, l'Allemagne. J'ai sélectionné des sociétés dont la capitalisation est supérieure à 100 millions d'euros pour éviter les trop petites sociétés. Mhm. Et j'ai pas fait j'ai pas fait de blocage au niveau des indices ou du secteur, donc j'ai pas fait de sélection particulière là-dessus. Ensuite, voilà, on va passer aux critères. Donc, il faut imaginer le tableau avec la partie supérieure et la partie inférieure. Donc là, on est sur la partie inférieure. Donc une fois qu'on a sélectionné le premier critère, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. Donc vous avez un onglet qui s'ouvre et qui vous demande si vous voulez, je dirais, sélectionner d'autres critères. Donc vous pouvez sélectionner les valeurs qui ont au moins 2 étoiles. Que ce soit en note investissement ou en note trading. Et puis, même à l'intérieur de cet échantillon, vous allez demander à ce qu'on sélectionne que les valeurs qui sont classées dans la première partie du classement croissance. Donc, des valeurs qui se situent dans la partie supérieure du classement relatif, toujours. Donc, on va dire qu'on a une croissance correcte. Des sociétés qui ont une situation financière au-dessus d'une note de 60. Et puis on fait la même chose pour le PER, supérieur à 50. Révision de bénéfices sur un an, également supérieur, avec une note supérieure à 50. Et qui éventuellement se trouverait proche qui serait à l'intérieur d'une tendance long terme graphique positive. Hein, on va considérer qu'en mettant le curseur au-dessus de 80, dans le critère technique tendance à long terme, on a des valeurs qui sont plutôt orientées à la hausse sur un schéma long terme. Donc pour résumer, on a choisi le pays, la capitalisation, on peut choisir ou non des indices ou des secteurs. Ensuite, on choisit des notes qui sont supérieures à la moyenne, des bons ratios financiers, et cela, ça nous donne une sélection de titres. Donc c'est vraiment market screener. Le but, on l'a pas dit tout à l'heure, mais screener en fait c'est parcourir, c'est chercher. Et donc en fait ici le screener, le market screener, c'est un outil de recherche, de sélection de titres sur les marchés. Et donc ça c'est ta sélection, ça. Oui, alors comme vous avez pu le voir, j'ai pas utilisé les 21 critères, hein, puisque j'ai voulu simplifier en fait l'exemple. Mais à chaque fois que vous allez modifier le curseur d'un critère, automatiquement la sélection va évoluer, c'est en temps réel, c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire. Donc là, l'exemple nous a donné un résultat avec quelques sociétés qui sont françaises. Vous avez le drapeau qui vous donne l'origine de... On a des françaises et des allemandes, et puis ici on a une belge. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est ensuite, parce que là, bon, on a un résultat, un échantillon qui est relativement réduit avec 9 sociétés, puisque le résultat apparaît toujours en haut à gauche. Hein. Quand on en a quand on en a beaucoup, c'est intéressant de voir combien de valeurs on a pu sélectionner. Mais si vous avez une sélection de 50 valeurs, par exemple, bon, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on va pouvoir trier à l'intérieur de cet échantillon grâce aux 5 colonnes qui sont présentées là. On va pouvoir donner des critères de sélection. Donc le principal étant sur la colonne 1, et puis le moins important étant sur la colonne 5. Et en fonction des... grâce au petit curseur ici, donc un petit onglet qui va s'ouvrir et qui peut s'ouvrir et qui vous donne l'accès à tous les critères, eh bien vous modifiez les principaux critères et donc votre classement de la sélection finale. C'est très complet. Il y a Thierry me dit on tamise le marché. En fait, c'est exactement ça. Ça va être très, très bonne remarque. Et pour finir avec la présentation, pour finir, voilà, juste en passant, bon là, il y a 7 valeurs, donc vous pouvez éventuellement faire la recherche en annexe, mais quand vous avez un certain nombre de valeurs, en passant le curseur sur chacune des valeurs, vous avez le graphique qui apparaît. Donc là, c'était le graphique de la dernière société qui était sélectionnée. Ce qui fait que ça vous donne une idée en même temps de la situation graphique de l'action. Parfait.
Et alors, on va maintenant passer après le Market Screener à l'outil des listes. Donc ça, Oui, c'est un portefeuille virtuel, tu me disais tout ouais, à alors, l'heure. on a plusieurs onglets en fait qui vous donnent l'accès à des listes ou portefeuilles virtuels. Bon, on a dissocié ça, mais j'ai simplifié. Là ici, j'ai évoqué la liste. Pourquoi? Parce que effectivement, quand vous avez des résultats suite à votre recherche, vous pouvez intégrer en fait les sociétés dans une liste virtuelle. Et vous pouvez avoir 10 listes en tout sur le site. Donc il y a vraiment de quoi suivre. Et Donc on peut se créer un l'intérêt, portefeuille value, un portefeuille growth, un portefeuille exactement, spéculatif. On peut voilà, comme ça faire 10 sélections qui créent 10 portefeuilles avec 10 approches différentes et voir ce que donnent les résultats dans le temps. exactement. Et l'intérêt de ces listes, c'est que c'est l'onglet qui est ouvert à droite, c'est qu'on peut modifier la présentation en un clic. Si vous voulez un modèle standard, un modèle portefeuille ou un modèle analyse technique avec les notes de chaque société qui apparaît, des notes techniques. Donc là, je dirais, c'est très convivial à manipuler. Mhm. D'accord. Eh ben, je crois que Voilà, nous c'était avons terminé et on va maintenant passer à l'offre CMC Markets et Zone Bourse. Alors, il faut que vous sachiez donc que CMC Markets et Zone Bourse, donc la société Surperformance dont Patrick fait partie, nous sommes en partenariat et nous avons mis en place une offre ensemble. Le contenu de cette offre, c'est 6 mois d'accès gratuit au portefeuille trader Zone Bourse. Donc l'équipe Zone Bourse en fait a un portefeuille trader dans lequel ils sélectionnent des valeurs et donc ils font connaître à ceux qui sont abonnés à ce portefeuille quels titres ils ont sélectionnés. Donc pour pouvoir en bénéficier, il faut ouvrir un compte réel chez CMC Market suivi d'un passage d'ordre, donc il faut un compte réel actif. Donc vous pouvez aller sur le site de CMC Market en cliquant sur le bouton ouvrir un compte réel. Vous êtes contacté par l'équipe de CMC Market qui vous aide à finaliser votre ouverture de compte dans laquelle vous précisez à votre interlocuteur que vous souhaitez bénéficier de l'offre Zone Bourse. Vous passez votre premier ordre sur la plateforme Next Generation qui rend votre compte actif. Et alors, vous êtes contacté par l'équipe de Zone Bourse pour la création d'un espace membre sur Zone Bourse dans lequel vous pourrez retrouver votre abonnement au portefeuille. Donc voici le design de l'offre, mais je vais directement aller sur le site de Zone Bourse pour vous le montrer. Donc ici, je suis sur le site de zonebourse.com. En haut à droite du site, je vais dans la rubrique Nos services. Et dans Nos services, j'ai l'offre de courtage de CMC Markets. Donc sur cette page, vous avez bien évidemment tout un descriptif sur nos prix, nos technologies, notre plateforme, nos récompenses. Et tout en haut, ici, vous avez donc l'offre Zone Bourse avec 6 mois offerts au portefeuille Zone Bourse, soit une valeur de 324 € offerts. Alors, bien évidemment, vous pouvez ouvrir un compte de démonstration pour tester la plateforme de CMC Markets. De la même façon, vous pouvez aller sur le site de Zone Bourse et si vous voulez aller dans les outils dont nous parlons depuis tout à l'heure, vous avez ici le Market Screener. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas soit à contacter Zone Bourse, soit à contacter CMC. Dans tous les cas, vous pouvez ouvrir un compte de démonstration sur la plateforme de CMC Markets. Vous pouvez en parallèle vous créer vos listes sur l'outil de liste Zone Bourse. Vous pouvez même rentrer les valeurs de votre liste dans votre plateforme CMC Markets, faire des sélections de valeurs, faire des essais sur les différents types d'approches dont nous avons parlé. Donc voilà, c'est ainsi qu'on va conclure cette présentation de ce soir. Dans un premier temps, nous avons vu tous ensemble des indicateurs avancés qui permettent d'entrevoir des mouvements de marché majeurs. Dans un second temps, on a vu les différents types d'approches pour sélectionner des titres actions. Et dans une troisième partie, Patrick nous a expliqué donc tout le système de fonctionnement du market screener qui screen des milliers de valeurs à travers le monde sur des critères techniques, fondamentaux, 21 critères en tout en temps réel, avec la possibilité de trier, de faire du sur-mesure. Donc voilà, je vous laisse découvrir
le site Zone Bourse, le Market Screener. Je vous laisse découvrir l'offre. Si vous souhaitez tester la plateforme, n'hésitez pas à ouvrir un compte de démonstration avant d'ouvrir un compte réel. Est-ce que Patrick, tu as quelque chose à ajouter ? Non, non, bah, je voulais te remercier et puis remercier toutes les personnes qui, pour leur attention. Et je leur souhaite une bonne découverte en fait du site et une bonne recherche dans leur sélection et qu'elles n'hésitent pas à nous appeler, à nous contacter s'il y a des problèmes dans la constitution de leur sélection. Bah écoute, nous serons là pour les aider. merci beaucoup Patrick. Nous avons fait un beau webinaire d'1 h 30. J'espère que cela a plu à l'ensemble de nos auditeurs. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Nous avons au fur et à mesure de cette présentation répondu aux questions afin de ne pas être trop long à la fin. Voilà, je vous remercie à tous d'être venus à ce webinaire. Je vous retrouve, je l'espère, demain matin à 10 h pour l'émission quotidienne de CMC Markets, la matinale. Et merci beaucoup Patrick, merci à Zone Bourse, merci à nos auditeurs. Et non Pascal, il n'y a pas de limite pour le compte de démonstration chez CMC. Nous voulons que vous puissiez vous former, comprendre la plateforme, jouir d'informations, de formations, d'émissions, tout cela gratuitement. Et quand vous êtes prêt, à un moment, si vous souhaitez passer le pas, vous pouvez alors ouvrir un compte réel avec l'offre Zone Bourse et ainsi avoir accès à un portefeuille de court terme, donc le portefeuille trader géré par les professionnels de l'équipe Zone Bourse. Voilà, c'est la fin de ce webinaire. Je vais arrêter l'enregistrement. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un bon week-end pour certains. Sinon les autres, je vous retrouve demain matin. Et pour tous ceux qui regardent cette vidéo enregistrée sur YouTube, eh bien merci à tous et à très bientôt chez CMC Markets.